Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour à 17h si vous nous suivez en direct sur Bismart TV pour la grande édition, émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, c'est véritablement le printemps des banques centrales. On est en pleine séquence banque centrale avec de nombreuses annonces aujourd'hui, notamment en Europe. La plus importante d'entre elles restera bien sûr l'annonce de la Banque nationale suisse qui a délivré une baisse de taux surprise. Les marchés anticipaient que la BNS allait pouvoir baisser ses taux, mais un peu plus tard, au cours du mois de juin, qui semble être le rendez-vous consensuel pour beaucoup de banques centrales, la BNS a décidé de prendre les devants. Il faut dire que l'inflation en Suisse évolue à moins de 2% depuis le mois de juin 2023 et cela est suffisant pour Thomas Jordan qui quittera son poste en septembre prochain pour délivrer cette première baisse de taux de la Banque nationale suisse et qui préfigure sans doute d'autres mouvements pour des banques centrales en Europe. On pense bien sûr à la Banque centrale européenne. Du côté des autres banques centrales majeures qui s'exprimaient aujourd'hui, on notera que la Banque d'Angleterre a maintenu ses taux inchangés, mais on a vu une évolution au sein du comité de politique monétaire avec notamment 2 membres qui recommandaient encore des hausses de taux au précédent meeting, qui ont capitulé sur cette idée désormais. Du côté de la banque norvégienne, Norges Bank, là aussi c'est un maintien pour l'instant, un statu quo. Et puis on notera que dans la sphère émergente, la Banque centrale turque, avec un nouveau gouverneur à sa tête, a procédé à une hausse de taux surprise. Il y en a eu tellement de toute façon en provenance de Turquie, des mouvements dans un sens ou dans l'autre. Là c'est un plus 500 points de base pour la Banque centrale turque délivré aujourd'hui au marché. Nous reviendrons également sur les annonces de la Réserve fédérale américaine hier soir. Il semble que la patience soit la stratégie qui l'emporte au sein du comité de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Patience pour un retour de l'inflation à 2%. La Fed semble prête à tolérer une croissance nominale qui s'annonce plus élevée pour 2024 et pour 2025. Discussion à suivre sur ces sujets de marché avec nos invités dans un instant. Des marchés qui saluent l'ensemble de ces annonces puisqu'on bat de nouveaux records sur les marchés américains et sur nos marchés européens également. L'ensemble des grandes places financières et des actifs risqués sont toujours dans un momentum positif avec une volatilité des marchés actions même qui est retombée sous le niveau de 13 quand on regarde le VIX américain aujourd'hui. Et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique en lien avec les politiques de taux d'intérêt des banques centrales, nous évoquerons le secteur des foncières cotées, l'immobilier coté en bourse qui a connu déjà un début de rebond en fin d'année dernière avec des planètes qui sont peut-être en train de s'aligner pour poursuivre ce rattrapage boursier pour ce secteur qui a évidemment largement souffert du choc monétaire engagé en 2022. C'est Laurent Saint-Aubin, directeur de la gestion action de Sofidy, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Avant d'accueillir nos invités de Planète Marché, les grandes tendances du jour sur les marchés. Tendance, mon ami, chaque soir, et c'est avec Sybille Aoudjan. Après avoir évolué dans le rouge en première partie de séance, le CAC 40 s'est aligné avec les principaux indices européens et progresse légèrement. Les marchés réagissent positivement aux actualités des banques centrales. La Fed communique ses prévisions rassurantes. Elle revoit notamment à la hausse la croissance pour cette année, tout en continuant de projeter 3 baisses de taux en 2024. De son côté, la Banque nationale suisse crée la surprise en devenant la première banque des grandes économies développées à passer à l'acte. Elle baisse son taux directeur de 1,75% à 1,5%, alors que l'inflation en Suisse évolue à moins de 2% depuis juin dernier. La Banque de Norvège et la Banque d'Angleterre ont maintenu, elles, leur politique monétaire inchangée à ce stade. En plus de ces annonces, les enquêtes PMI analysant l'état actuel du secteur privé pour le mois de mars ont été publiées. Pour la zone euro, l'indicateur composite est légèrement meilleur que prévu. Il remonte vers les niveaux de 50 à 49,9 ce mois-ci contre 49,2 en février. Pour les autres indices composites dévoilés aujourd'hui, tous sont légèrement en recul par rapport aux prévisions. Pour le Royaume-Uni, il s'est légèrement tassé à 52,9 contre 53 en février. Il s'est également replié pour la France à 47,7 en mars, alors que le consensus le donnait à 48,7. Et pour les États-Unis, il reste à 52,2
comme le mois de février. Pour les valeurs, à la bourse de New York, le fabricant de microprocesseurs et de mémoire Micron Technology annonce un bénéfice surprise et s'envole à plus de 15%. Nouvelle pression aussi pour Apple qui baisse de plus de 3% à Wall Street. Le département de la justice américain attaque le groupe pour violation des droits antitrust et position dominante sur le marché des iPhones et des applications. L'entreprise de conseil Accenture abaisse ses estimations de revenus pour l'exercice 2024 et son titre cède plus de 7% à Wall Street. Cela entraîne la valeur de Capgemini au CAC 40 qui perd plus de 3% au cours de la journée. Demain sera annoncée l'inflation japonaise pour le mois de février et publiée également l'enquête IFO, le moral des patrons allemands pour le mois de mars. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Sybille Aoudjan qui nous accompagne sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Il n'y en aura que deux aujourd'hui. Vincent Lecartier avec nous, responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Oui, je suis un peu perclus d'habitude, effectivement, dans cette émission. Axel Bott avec nous également, directeur de la stratégie de marché chez Ostrom Asset Management. Bonsoir Axel. Bonsoir. Merci d'être là. Revenons quand même sur ce que nous disait Jérôme Powell hier soir. Axel, nouvelle projection économique du staff de la Réserve fédérale américaine qui montre qu'il y aura donc plus de croissance, sans forcément beaucoup plus d'inflation d'ailleurs pour cette année et pour l'an prochain. Et visiblement, Jérôme Powell, au nom du board et en son nom propre, on l'a compris, et semble-t-il envie d'embrasser, voire de soutenir, voire de supporter ce régime de croissance nominale plus élevé. Oui, on a vu même que le consensus autour d'un scénario à 3 baisses des taux s'est plutôt renforcé, puisqu'il y a 9 des membres, des 19 membres du FOMC qui se prononcent en faveur de 3 baisses, probablement une majorité du board, et tout le monde est un petit peu à l'unisson finalement dans cette idée. C'est plus qu'en décembre. Non mais point très important, puisque tout le monde avait le nez sur les dots, en révisant la croissance nominale à la hausse. Il y a plus de membres qui pensent qu'il faudra 3 baisses de taux malgré tout cette année. Oui, parce qu'en fait, les dots sont un petit peu migrés. C'était à peu près équiprobable entre 2, 3 et 4 baisses de taux. Ceux qui prévoyaient 4 baisses sont plutôt un petit peu ralliés à la solution à 3 baisses des taux. Mais quelque part, ça ancre les anticipations de façon très très forte. Et il y a dans ce discours de Jerome Powell, quelque part, une idée qu'on peut un petit peu minorer la trajectoire un petit peu chancelante de l'inflation. On a vu les prix à la production qui étaient un petit peu problématiques. Le CPI était aussi un petit peu plus haut qu'attendu. On voit les données de l'immobilier, c'est quand même un secteur extrêmement sensible à la politique monétaire qui, en fait, se redresse et donc qui devrait peut-être interpeller la Fed sur le degré de restriction monétaire adéquate dans cette économie. Et il est même allé jusqu'à dire que la croissance forte de l'emploi n'est pas forcément une raison suffisante pour ne pas baisser les taux. Donc c'est vraiment une orientation particulièrement accommodante de la Fed. Ils sont convaincus d'être restrictifs, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'indicateurs qui semblent indiquer que une restriction monétaire, quand on regarde l'ensemble des marchés, on voit bien que la réaction, quelque part, valide ça, va dire une prolongation d'une tendance qui est extrêmement favorable à la croissance nominale, quitte à assumer un peu plus d'inflation. Qu'est-ce que vous pensez de cette approche ? Enfin, je veux dire, bon, après, il y a toujours la balance des risques. Il explique toujours qu'il y a un risque de couper trop tard, mais il y a aussi un risque de couper trop tôt, qu'ils en ont conscience, etc. Mais c'est quoi le risque principal pour vous de l'approche de la Fed telle qu'elle est exprimée à ce stade-là ? Bon, le risque dans l'économie américaine, c'est toujours un emballement financier. C'est-à-dire qu'on est à un moment encouragé un petit peu trop de dettes. On commence à avoir des petits signaux sur les cartes de crédit. On sait le commercial real estate depuis un certain temps qui s'est à peine détendu en termes de nouveaux crédits depuis SVB. Donc, on n'a quand même aucun signal de crédit crunch dans une économie, alors même que la Banque centrale est censée resserrer la politique monétaire, donc agir sur la demande agrégée. On voit que la demande est très forte, puisque prenant l'estimation même de la Fed d'un potentiel à 1,8, si on projette 2,1 cette année, entre le 4e trimestre 2023 et le 4e trimestre 2024, on projette une croissance meilleure en moyenne, meilleure que le potentiel, et donc génératrice potentiellement de déséquilibre
On ajoute à ça une politique monétaire un peu trop accommodante, ça va engendrer un certain nombre de bulles. Alors elles se font sur un certain nombre d'actifs assez identifiés et puis aussi un peu en parallèle des marchés financiers classiques avec Bitcoin, l'or qui aussi traduit un peu peut-être cette anxiété sur l'inflation ou sur un risque financier. Donc voilà, on a comme ça des signaux faibles, un petit peu en dehors des radars des principaux marchés financiers, mais qui indiquent que non, la politique monétaire est peut-être un peu trop un tuyau percé, quoi. Donc, et l'excédent de liquidité va gonfler un certain nombre de prix d'actifs. C'est plutôt assez dangereux. Maintenant, il y a une raison inavouable d'avoir cette politique monétaire, c'est le refinancement de l'État fédéral. Ouais. On le sait bien. C'est la raison pour laquelle ils ont déjà préannoncé la réduction du quantitative tightening, c'est-à-dire que le bilan va continuer de se réduire, mais à un rythme moindre. Et quand on regarde un petit peu le profil de maturité du portefeuille de la Fed, on voit bien que probablement ils vont se caler sur 30 milliards de treasuries en moins, c'est-à-dire la moitié du rythme de baisse actuel à un horizon très proche. Quand il dit fairly soon, ça veut dire probablement dès le mois de mai, on va entamer un ralentissement de la réduction du bilan. C'est ça, voilà, un QT à demi-vitesse quelque part. Et donc ça devrait être aussi un signal favorable au taux et un ancrage toujours plus fort, avec en plus la politique de réinvestissement qui devrait appuyer un petit peu sur les anticipations de taux, un ancrage toujours plus fort à des baisses de taux qui sont favorables à la revalorisation des actifs. Est-ce que la Fed, à bas bruit, accepte aussi l'idée peut-être que l'inflation reste tiltée au-delà de 2% pour plus longtemps que ce qu'on imagine et que ça puisse devenir à un moment, je ne sais pas, une nouvelle norme, un nouveau régime? Je sais qu'évidemment, si on pose directement la question à Jérôme Powell ou à n'importe quel banquier central de la planète, il vous dira que c'est 2% et que c'est rien d'autre. Mais bon... Il tolère quand même pour l'instant que l'inflation ne sera pas à 2%. Dans la projection, c'est 26. Hein. Oui. C'est ça, hein. 26, oui, après, c'est la virgule qui fait la différence. Mais et puis, il y a toujours beaucoup de reverse engineering dans les projections de la Fed. Mais il n'y a pas d'abandon de cet objectif. Il ne peut pas y en avoir d'abandon officiel. En même temps, rien n'empêche de penser qu'un jour, la définition de la stabilité des prix soit un range sur l'inflation. La Banque d'Australie a entre 2 et 3. La Banque de Nouvelle-Zélande vise entre 1 et 3. Donc on peut avoir un peu de flexibilité autour du sacro-saint 2%. Ce serait peut-être pas un mal, d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas si, a priori, les bouleversements dans le système économique ne font pas qu'on peut être au plein emploi, mais avec un petit peu plus ou un petit peu moins d'inflation. Donc, on ne connaît pas vraiment le degré optimal d'inflation d'une économie. Tout le monde s'est calé sur 2 sans réellement avoir d'argument pour l'ancrer. On sait simplement qu'il faut que ce soit relativement prévisible et relativement bas. Ouais. Donc voilà, mais un petit peu de mou dans cet objectif, ça peut être un bien à terme. C'est une discussion qu'ils n'ont pas envie d'ouvrir. Non. Revenu à 2% pendant une période. Step by step, hein, effectivement. By step. Ouais. Et puis là-dessus, je pense qu'ils prendront aussi pas mal leurs précautions avant de. Je pense qu'il faudra avoir une période de stabilité autour de l'objectif actuel pour éventuellement envisager d'ouvrir les débats. Vincent, c'est le printemps des banques centrales, c'est aussi le printemps des marchés. Alors, je ne sais pas effectivement quel est le degré d'inflation optimale pour l'économie. Pour les marchés actions, entre 2 et 3%, c'est parfait, quoi. Pour les entreprises, historiquement. Bah oui. Non. Ouais. C'est exactement ce qu'il faut. Ça permet de doper tranquillement les chiffres d'affaires. 2-3%, c'est mieux que 1-2%, visiblement. Oui. Non, c'est très bien. Moi, ce que je note aussi, c'est que d'avoir un petit peu d'inflation, c'est très bien aussi pour effacer discrètement les dettes. Passage. Je pense que c'est une bonne nouvelle. D'entretenir de la croissance de façon nominale, donc en clair, d'encourager les acteurs économiques à se dire je vais pouvoir passer des nouvelles hausses de prix, ça vaut la peine d'investir, etc. Tout ça, c'est plutôt favorable pour encourager l'investissement. Je pense que c'est des messages plutôt encourageants pour la dynamique de la croissance économique. Et au bout du compte,
les États ont besoin d'argent, donc les taxes, les impôts sur les sociétés, sur la consommation des ménages, tout ça, c'est un cercle vertueux. Donc je pense que de maintenir un certain degré d'inflation, quand on voit qu'en plus, pendant des décennies, on a eu du mal à avoir de l'inflation, ou en tout cas la crainte, c'était de partir vraiment complètement dans l'autre sens. Donc je pense que retrouver, même pendant quelques années, une inflation légèrement supérieure à ce qu'on avait auparavant serait pas forcément très inquiétant. Je pense que de toute façon, avec la transition énergétique, il y a un certain nombre de zones qui sont particulièrement engagées dans ce sens-là. Les États-Unis, c'est peut-être un peu moins le cas. Mais les zones qui sont très engagées là-dessus, on sait très bien que ça a un caractère inflationniste. On sait très bien que la relocalisation des activités des pays émergents vers les pays développés, là aussi, vous payez vos salariés plus cher, donc il y a un caractère inflationniste. Donc je pense que c'est le sens de l'histoire. Je serais quand même surpris que les banques centrales ne valident pas cette situation sur, on va dire, une décennie. Alors, elles vont pas forcément le crier sur les toits, mais je pense que ça fait partie d'une sorte de deal entre les dirigeants et les banques centrales. En tout cas, on ne se ferme pas cette possibilité-là. On ne veut pas se fermer cette porte-là. De pouvoir se dire que, voilà, peut-être que l'objectif ou le régime d'inflation, l'objectif d'inflation pourrait être modulé de manière un peu plus flexible. Il avait déjà laissé entendre en disant qu'on va travailler sur des moyennes de long terme, etc. Donc, je pense que de toute façon, c'est déjà dans les esprits. Si je vous ramène aux considérations un peu plus présentes, terre à terre, j'en sais rien. Comment vous comprenez le sens de ces 3 baisses de taux signalées et même dont le signal s'est renforcé à travers la communication des banquiers centraux américains? On lui a posé une question au cours de la conférence de presse, à la fin d'ailleurs. Si tout va aussi bien que vous le dites, Monsieur Powell, pourquoi ne pas ajuster dès maintenant? Pourquoi attendre encore Alors, il y a 2 mandats pour la Fed. Je ne suis pas certain que le mandat emploi soit aussi serein qu'on peut l'imaginer. Quand je regarde les démissions, on est de nouveau au tapis. Quand je regarde les salaires, ça se calme. Quand je regarde la perception qu'ont les ménages sur les créations d'emplois, ils sont beaucoup plus pessimistes que les entreprises. On parle quand même d'avoir, entre guillemets, redécouvert un certain nombre d'immigrés qui apaiseraient aussi pas mal la situation de l'emploi aux États-Unis. Les Américains ayant 2 emplois sont de plus en plus nombreux. L'intérim est de nouveau au tapis. Enfin bref, quand signaux faibles. Quand je regarde ces différents messages, je pense que je ne suis pas le seul à percevoir ce genre de choses. Et je pense que dans les choses que la Fed a probablement un petit peu en tête, c'est aussi qu'il y a potentiellement un risque de dégradation du marché de l'emploi, que si ça doit se dégrader, ça risque probablement d'arriver plutôt vers la fin de l'année, et que ça tomberait malheureusement en plein au moment de l'élection. Ouais. Donc si vous voulez vous décharger un petit peu du stress d'avoir politisé vos décisions monétaires, vous avez intérêt à aller dans le sens du marché, ça fait plaisir à tout le monde, donc de commencer les baisses vers le mois de juin, et ensuite d'essayer d'avoir un discours justifiant le rythme régulier des baisses de taux à venir, pour, là encore, dépolitiser le message. Donc je pense que si en juin, ils nous baissent effectivement les taux, je pense qu'ils l'accompagneront d'indicateurs clés qu'ils vont suivre en les ayant préalablement bien choisis pour être à peu près certains que de toute façon, ils iront dans le sens d'une détente, d'une détente monétaire à venir. Donc oui, je pense que c'est nécessaire. De toute façon, c'est indispensable pour les États-Unis d'avoir un coût de l'endettement qui baisse. Quand on voit le rythme auquel la dette flambe et la charge de la dette... Charge d'intérêt, bien sûr. Il faut impérativement, de toute façon, baisser le coût de la dette. Donc ça me paraît de toute façon logique qu'il procède comme ça. Le marché a bien compris le sens des baisses de taux qui sont signalées, je pense que le marché... Que ce n'est pas un cycle d'accommodation qui nous ramène trop loin en arrière. Je pense que le marché se trompe parce qu'en fait, les baisses passées correspondaient généralement à des baisses pour contrer un choc économique, financier, tout ce qu'on veut, sanitaire. Voilà. Je pense que cette fois-ci, c'est un ajustement technique
qui permet d'avoir des taux d'intérêt réels qui se maintiennent à un certain niveau et qui permettent au bout du compte à l'économie de poursuivre un rythme satisfaisant pour tout le monde. Donc je ne pense pas que l'intégralité du marché ait bien compris que ce soit un simple ajustement technique, et je pense qu'un certain nombre ont encore dans l'idée que c'est pour faire face à un risque de dégradation économique qui viendrait quand même. D'où mon impression qu'on a encore un certain nombre d'investisseurs qui sont sceptiques à l'égard de la croissance économique et qui du coup ont un positionnement trop défensif, pas assez impliqués sur les actions, et que si on voit les marchés monter, c'est aussi parce que ces retardataires, au fur et à mesure, soit sont en train de le faire, soit le feront au fur et à mesure que les banques centrales vont baisser les taux, sont en train de capituler sur le fait que leur scénario est erroné et qu'il va falloir changer un peu de mindset et rentrer dans l'idée qu'on peut avoir une croissance pérenne. Sur le sens de ces baisses de taux, de cet ajustement du réglage de la politique monétaire, est-ce que le marché a bien compris ce que veut nous dire la Fed, sachant que, je mets de côté évidemment le Covid, mais la dernière fois que la Fed a renversé son réglage de politique monétaire, c'était un peu brutal, c'était fin 2018 ou début 2019, c'est ça, Axel ? Et ça s'est fait pour des raisons de marché qui ont fait capituler et qui ont fait craquer la Fed. Oui, là, à ce moment, au quatrième trimestre 2018, de mémoire, le S&P doit faire moins 10. Et on a, à un moment, sur une période en tout cas, et on a une tension sur le marché des leverage loans pendant plusieurs semaines. C'est difficile de justement faire sortir ces prêts spéculatifs des bilans bancaires et de les diffuser au travers de la titrisation. Donc, comme c'est un canal très important pour la distribution de crédit aux États-Unis, la Fed avait vraiment renversé sa position. À l'époque, elle projetait 3 hausses pour 2019. On va être 3 baisses, en fait. Je vous oblige à fouiller dans vos... Et donc, voilà, le deuxième élément qui peut leur faire hésiter, c'est que je pense qu'aujourd'hui, sur les marchés, il y a un positionnement extrêmement marqué sur ce qu'on appelle les trades de base. Les trades de base sont sur le marché obligataire, les arbitrages qui sont faits entre les marchés dérivés et les marchés cash. Marché cash, donc forcément lié au financement du Trésor. Et c'est une tuyauterie qui est très importante pour que ces marchés fonctionnent bien. Et on peut craindre qu'à un moment, du fait des problématiques de dette, du fait du mur de refinancement qui s'accumule avec l'augmentation des émissions à 2 ans, 3 ans, 5 ans du Trésor qui vont se traduire par un mur de financement à l'avenir, que ça se grippe un peu et qu'on se retrouve dans la situation, là pour le coup, de septembre 2019, où le marché du repo se tend immédiatement, auquel cas la Fed a les moyens de le contrer. C'est toujours la même chose, il faut lâcher la liquidité et prêter sur ce marché du repo. Mais on peut avoir ce type d'accident financier. Et à l'époque, donc, ils sont intervenus, alors même que, objectivement, la croissance est à peu près à 2, il n'y a pas de chômage particulièrement élevé, il n'y a pas de sujet sur la croissance. Donc, c'est toujours ça, c'est toujours un peu un équilibre fragile. Mais cette expérience de 2018-2019, ça les a marqués. Est-ce que ça se retrouve justement dans cette idée de patience qu'il veut mettre en avant ? On pourra quand même ajuster un peu les taux à la baisse, on va réduire le rythme de réduction du bilan, on ne veut pas recommettre d'erreurs qu'on a pu commettre dans le passé ? Je pense que ça traduit plus la décision sur le bilan que sur les taux. Okay. Donc ça, c'est plus cet aspect-là. On en parle moins parce que c'est vraiment très technique et je pense que la plupart des marchés financiers sont focalisés sur la trajectoire des taux. C'est plus normal. Mais effectivement, je pense que c'est la raison essentielle de la volonté de vouloir diminuer le rythme de diminution du bilan. Bon, quelle communication est-ce qu'on peut attendre justement sur le chemin des baisses de taux une fois la première baisse de taux délivrée ? Question pour la Fed, question pour la BCE également. Comment est-ce qu'ils vont communiquer au marché la suite de la séquence ? Et c'est un vrai problème pour certains. Bostic d'Atlanta, Fed d'Atlanta, est très inquiet justement de voir une exubérance refoulée chez les investisseurs qui repartiraient de l'avant
avant, dès la première baisse de taux délivrée. Il veut essayer de casser un peu ce risque-là en amont, par exemple. Lui est très soucieux du fait que si finalement l'inflation ne suit pas la trajectoire projetée, il serait dans l'obligation quelque part de soit d'arrêter les baisses, soit au risque de perdre une certaine crédibilité dans ce cycle. On a déjà vu par exemple le Canada et l'Australie qui avaient entamé des phases de pause, être contraints de relever, de repartir de l'avant, de repartir à la hausse, parce que sur l'inflation ils avaient été un peu trop pris trop d'avance. Donc c'est un peu un schéma de contre-pied qui peut faire mal au marché d'ailleurs. Et engendrer peut-être des bouclements avec, pour le coup, peut-être des effets réels sur l'économie. Donc, Bostik est un des premiers à avoir proposé un statu quo prolongé pour voir ce qui se passe. Et là, il est assez prudent sur l'ampleur des baisses. Il est plutôt en faveur de 2 que 3. Ah ouais. Bon. En Europe et même au sein du G10, la Suisse, ça fait partie quand même des 10 plus grandes devises du monde, bien sûr. Donc, la Banque nationale suisse ouvre la voie. Est-ce que c'est normal de la voir tirer la première aujourd'hui dans cet univers du G10, Axel ? Oui, il me semble. Déjà, la Banque nationale suisse ne serait unique que 4 fois par an. Donc, ça donne peu moins de latitude. Et donc, ça a bien précipité le mouvement. Il faut savoir que la Banque de Suisse ne fait pas de la politique monétaire classique. Ils ont un objectif d'inflation interne, mais qui joue à peu près aucun rôle dans leurs décisions. Ils sont d'énormes investisseurs sur les marchés internationaux. Ils ont un bilan qui fait 120 points de PIB suisse et ils ont 3 milliards d'Apple en stock. Donc, c'est vraiment un investisseur en tant que tel. Et ils sont confrontés à la hausse de leur devise qui leur coûte extrêmement cher, en plus de la réévaluation des obligations. 23, ça a été une grande année d'appréciation du franc suisse. D'appréciation du franc suisse et de perte pour la BNS en centaines de milliards. Donc c'est vraiment très, très compliqué. Je pense qu'ils ont un intérêt, un petit peu comme les Norvégiens aussi, à avoir une devise un peu plus faible. Les Norvégiens sont déjà une devise faible, mais eux subissent un petit peu les flux de valeurs refuge vers le franc suisse contre lesquels ils doivent se battre. Et donc c'est plutôt ça qui les motive. Aujourd'hui, ils peuvent se cacher derrière l'inflation, mais encore une fois, je ne pense pas que ce soit la réelle raison. Et ils avaient une certaine latitude pour baisser les taux, ils vont continuer à le faire. Je pense qu'ils le feront peut-être à tous les trimestres cette année. C'est un signal qu'on peut extrapoler pour notre banque centrale à nous. Je me souviens qu'en 22, j'ai revérifié. La BNS tape entre la Fed et la BCE. Je crois c'est ça. En juin 22, la BCE c'est juillet et la Fed avait dû taper juste avant, quelques semaines avant. C'est ça. Je pense que la BCE... Il y a une coordination naturelle de ce point de vue-là c'est-à-dire que pour la Banque de Suisse... il y a une muraille de Chine entre la BNS et l'Europe, zone euro. Ils sont très sensibles au taux de change euro-suisse. Et pour avoir un maximum d'impact, ils sont obligés de taper un petit peu avant les autres. Donc pour essayer de jouer sur la devise dépréciée. Ça s'est vu d'ailleurs, ça a marché. De ce point de vue-là, ça a marché. Et je pense qu'ils vont pas se poser la question. Peut-être qu'ils feront même des mouvements plus importants par la suite pour effectivement contrôler un peu mieux le taux de change. Une fois qu'on a vu la BNS, qu'on a entendu la Banque d'Angleterre, c'est un statu quo, mais encore une fois, les deux faucons du comité de politique monétaire ont capitulé. Ils recommandent plus de monter les taux. Gouverneur Bailey de la Banque d'Angleterre est quand même très dovish dans son discours en disant, là aussi, comme Powell, on n'attendra pas que l'inflation soit revenue à 2% pour commencer à ajuster le réglage de notre politique monétaire. Est-ce que ça conforte ce que tout le monde attend de la BCE, par exemple, aujourd'hui, Vincent, à savoir un démarrage au printemps? On est entré hier dans la saison du printemps. Oui, je pense que... Oui, non, mais c'est plié. Je pense que la vraie question pour la plupart des banques centrales, c'est de savoir quelle est l'ampleur, un petit peu le rythme. Mais je pense que pour cette année, c'est pas vraiment un sujet, mais c'est surtout l'ampleur. Et je pense que là, on continue d'avoir des faucons au sein de la Banque centrale européenne. Ça va se faire à tâtons? C'est un peu ce que nous dit Lagarde. Elle nous dit on ne s'engagera pas, même après la première baisse, on ne s'engagera pas sur un chemin, on ne vous donnera pas une forward guidance spécifique sur le rythme des baisses de taux. Data dépendante. Voilà. D'accord. Donc pour le moment, ils vont se cacher derrière ce prétexte qui permet d'avancer comme vous voulez avancer. C'est-à-dire que si vous voulez mettre en avant les datas qui justifient d'être accommodants, vous le faites. Si vous voulez justifier d'être faucon, vous pouvez toujours trouver des datas qui vous permettent de le faire. Donc pour moi, ça sera juste
un débat politique interne. Je pense qu'un des vrais sujets, quand même, c'est les élections qui approchent. Lesquelles ? En Europe. Oui, en l'Europe, d'accord, oui. Il y en a partout. L'air de rien. Oui. Avec un gouvernement allemand qui, d'un point de vue budgétaire, est quand même coincé. Donc si derrière la Banque Centrale Européenne ne vient pas quand même soutenir un petit peu l'ensemble, je pense qu'il n'y aura qu'une seule solution possible. Et pour ça, les élections sont très importantes. C'est d'essayer d'avoir une mutualisation européenne, donc refaire ce qu'on a fait pendant les crises récentes, c'est-à-dire une mutualisation des dettes à l'échelle européenne. Ça, c'est compliqué. Donc, pour moi, les élections européennes sont très importantes à ce niveau-là. S'il est encore possible de mutualiser à l'échelle européenne les dettes, à ce moment-là, la Banque Centrale Européenne peut garder une forme d'indépendance. Si, par contre, l'équilibre politique ne le permet pas, au sein du Parlement européen, là, je pense que pour le coup, la pression qu'il y aura sur la BCE pour baisser ses taux, pour permettre à l'ensemble de l'Union européenne de se lâcher d'un point de vue budgétaire. Oui, enfin, de trouver de nouvelles marges de manœuvre, Vincent, au-delà des marges de manœuvre domestiques et nationales. Donc là, je pense que c'est une évidence. Et il faudra relancer pas seulement des achats de dettes green, mais aussi des achats de dettes santé, des achats de dettes défense. C'est le sujet du jour, je crois d'ailleurs, à Bruxelles. Je pense que pour moi, c'est une évidence qu'il va falloir élargir les sujets d'achat si jamais on n'est pas capable de faire un financement européen. Axel, on demande beaucoup, on aime bien la forward guidance des banques centrales. Est-ce que du point de vue des politiques budgétaires, est-ce qu'on a une fiscal guidance ? Elle a été atténuée dans le degré de consolidation qu'on envisage. On est toujours dans l'idée qu'il faut faire de la consolidation budgétaire à partir de points qui peuvent être un peu préoccupants pour l'Italie, la France, comme d'habitude. Mais on n'a pas, je pense, encore de coordination marquée dans les politiques budgétaires. On n'a pas de budget européen. Alors certes, on peut ponctuellement faire des plans de relance qu'on ne sait pas financer d'ailleurs, puisque la fiscalité associée au Next Gen EU, elle est encore à déterminer, on va dire. Ce sera probablement une fiscalité verte, une sorte de protectionnisme. Qui peut-être occasionne ces rushs sur les véhicules électriques chinois avant qu'ils puissent plus entrer. Non, mais voilà, c'est ce genre de choses qui est pas... On a mis un peu la charrue avant les bœufs parce que l'urgence le commandait, mais on n'a pas encore on n'a pas de budget fédéral ligne de son. Et effectivement, ça rend le truc beaucoup moins réactif que les contraintes nationales et, disons, l'interaction entre les réticences et les contraintes de chaque pays. Donc, on a des pays qui sont en récession, comme l'Allemagne, et une des causes essentielles, c'est qu'il n'y a aucun support fiscal, aucun amortisseur face à l'évidence d'un changement d'environnement. Vous n'avez plus l'énergie pas chère, vous n'avez plus les débouchés chinois, vous n'avez plus plein de trucs, vous avez la construction qui part à volo, et il n'y a pas de réponse. Donc effectivement, ça paraît absurde. Et probablement, si on avait un budget européen, d'une manière ou d'une autre, on passerait outre ces réticences nationales. Mais ça veut dire que là aussi, la divergence entre les États-Unis et l'Europe va se creuser sur le plan de l'impulsion budgétaire, ou est-ce que tout le monde, à un moment, quand même, va remettre un peu d'ordre dans tout ça, profitant d'ailleurs de la croissance nominale et peut-être d'une forme de régime économique un peu stable pour quelque temps, on peut l'espérer. Je pense qu'à court terme, ça va quand même continuer de se creuser. On n'imagine pas qu'il y ait vraiment de durcissement budgétaire aux États-Unis à court terme. Vous avez dans le budget américain, vous avez à peu près les 3/4 des dépenses qui sont gravées dans le marbre maintenant. C'est-à-dire que c'est fait. Il faut augmenter la fiscalité. Et les élections, c'est tous les 2 ans aux États-Unis. Donc c'est très souvent difficile de faire passer. Si Trump, en plus, parvient à gagner, ce ne sera pas le sens de l'histoire. Donc je pense qu'effectivement, l'écart en termes d'impulsion budgétaire va se maintenir, entre les deux zones. Sur les marchés, Vincent, quand tout monte, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on achète tout ? Est-ce qu'on fait du tri quand même ? Est-ce que tout monte déjà ? Non, tout ne monte pas. Tout ne monte pas. Vous avez encore un retard très important des marchés émergents. Vous avez un retard encore très important des petites capitalisations.
Vous avez beaucoup de thématiques industrielles qui restent encore en retard. On continue d'avoir des décrochages, et ça sur des tas de secteurs différents, de 10, 15, 20, 30% sur les titres. Tant que je vois ça, pour moi, c'est qu'on n'est toujours pas dans l'euphorie généralisée. Donc pour moi, ça veut dire qu'il y a encore des possibilités, mais par contre, il faut être relativement sélectif. Le problème, c'est que des thématiques comme l'intelligence artificielle, on sait très bien que ça va bouleverser beaucoup de business models, et ça dans énormément de secteurs. Le problème, c'est que vous ne savez pas qui est gagnant, qui est perdant. Donc vous pouvez tenter un peu de stock picking, mais vous n'êtes pas certain de réussir votre coup. Donc vous faites de l'indiciel. Ouais. Et si vous faites de l'indiciel, vous continuez d'entretenir l'achat sur les principaux leaders des indices, et donc vous tournez un petit peu en rond sur le fait que les retardataires continuent de traîner un petit peu la patte. Ce qui est vrai par contre, c'est que la baisse des taux d'intérêt va quand même provoquer, j'imagine, un petit peu de rotation vers les dossiers qui sont endettés. Ça va relancer l'espoir d'avoir un cycle économique un peu pérenne. Ça va relancer l'hypothèse des OPA, puisque vous avez besoin assez souvent de financer votre acquisition. Ça va pérenniser certains investissements, puisque vous avez des coûts qui sont moins importants. Ça veut dire aussi que les sociétés qui ont une trésorerie colossale et qui, entre guillemets, vivaient dessus, parce qu'elle était extrêmement bien rémunérée depuis 2 ans. Un peu moins de revenus financiers de ce point de vue-là. Exactement. Ouais. Donc tout ça, pour moi, ça justifie quand même d'avoir un petit peu de rotation vers les small caps, vers les émergents. Vous voulez pas sur les émergents, faites de l'Europe, puisque de toute façon, l'Europe, vous jouez les émergents indirectement. Donc pour moi, il y a moyen quand même de... On se pose la question d'avoir de l'Europe après, se demander s'il faut avoir des émergents. Pour moi, il faut le faire avant les émergents. L'Europe ? Ah oui. Ah oui, d'accord. Non, mais d'accord. Parce que vous disiez, j'avais l'impression que dans la chronologie, c'était est-ce que je fais des émergents, et si je fais pas d'émergents, je vais peut-être faire de l'Europe. La tentation, c'est de regarder une valo. Si vous regardez les valos, vous allez d'abord sur les small caps, vous allez sur les émergents, et ensuite vous vous occupez de l'Europe. Pour moi, les small caps américaines, dans la mesure où c'est le marché leader, pour moi, c'est une évidence que s'il faut le tenter quelque part, c'est là qu'il faut le tenter en priorité. Ensuite, pour moi, il faut aller sur l'Europe, parce qu'avec l'Europe, vous jouez la dynamique économique américaine, mais aussi celle des émergents. Et comme il y a quand même une forme de recentrage, il y a quand même une dynamique de relocalisation d'activités qui se produit. On essaye quand même de créer, tant bien que mal, des batteries électriques, des semi-conducteurs en Europe, un peu de défense. On a quand même reconstitué un petit peu de circuits énergétiques avec la crise en Ukraine. Donc, toutes ces choses-là, pour moi, elles justifient quand même d'être repositionnées sur l'Europe. Et il faut quand même se rappeler qu'on a un taux d'épargne qui est monstrueux. En Europe, en France, on a 17% de taux d'épargne. Aux États-Unis, ils sont aux alentours de 4 à l'heure actuelle. Oui, mais là, c'est des comparaisons. Oui. Donc, je veux bien qu'on soit pessimiste sur les perspectives, mais dès lors que vous avez un tout petit peu de reprise économique, que vous avez un peu moins d'inflation en Europe, l'épargne, je ne suis pas certain qu'elle reste à ce niveau-là. Donc, elle va se redéverser dans de la consommation ou dans de l'investissement de la part des ménages. Donc, vous aurez, pour moi, une justification à vous repositionner sur l'Europe. Oui, pour moi, c'est une belle zone. Ouais. C'est une belle zone. Ouais. Pour un investisseur américain en dollars, là, il y a un vrai intérêt à sortir un petit peu justement du dollar. Je sais pas, en plus, ils doivent être tous au max quand même de ce qu'ils peuvent acheter en Nvidia, en tech, en tout ça. Est-ce que là, il y a quand même un alignement de planètes pour que ces investisseurs globaux importants pour les marchés financiers amènent un peu de new money sur des marchés comme l'Europe, parce que l'Europe là peut justement tirer son épingle du jeu dans le contexte du moment, Axel. Alors peut-être que l'assouplissement monétaire apportera un petit peu de détente sur le dollar. Je pense que c'est aussi ce gros rééquilibrage, je pense qu'il est indissociable du taux de change euro-dollar. Si jamais le dollar enlevait un petit peu cette prime de stabilité que l'économie américaine en général nous apporte. Là, probablement, il y aurait des velléités de diversification, mais je rejoins clairement le propos précédent en disant qu'il y a des rotations
qui vont s'opérer déjà au sein du marché américain, peut-être avant. Effectivement, les small caps seront sensibles à l'allègement monétaire. Le Russell a quasiment rien fait depuis l'année dernière, quasiment rien fait cette année encore. Donc, il y a matière à rattrapage là-dessus. Et ensuite, effectivement, éventuellement, aller racheter l'Europe. L'Europe est un peu une énigme quand vous regardez les flux, parce que on a l'impression que tout le monde vend l'Europe tout le temps. Et c'est assez bizarre. Troublant, oui. Assez troublant. Et pour autant, quand on regarde les rendements dividendes, les 200 milliards de rachats d'actions maintenant qui sont régulièrement postés chaque année, on pense qu'il y a des flux auxquels il faut faire attention, qui sont internes aux entreprises, quoi, et qui sont des rendements à l'actionnaire qui peuvent être très, très attrayants. Ça a mis... Mais c'est des tendances qui peuvent perdurer longtemps. Hein. Pendant des années, on a regardé la bourse japonaise en se disant c'est pas possible, il y a plus de cash que de market cap dans beaucoup de boîtes. Très bon exemple. Oui. Et ça a mis du temps à redevenir une thématique qui, là pour le coup, début d'inflation, normalisation, quelque chose comme ça a été... Puis il y a eu un vrai travail structurel des opérateurs de marché japonais pour justement inciter les entreprises à se vendre un peu mieux peut-être auprès des investisseurs globaux aussi. Hein. Ça, c'est certain. Voilà. On avait totalement oublié un marché qui était peut-être extraordinaire. Enfin, le marché leader de la fin des années 80. Mais ça avait peut-être traumatisé beaucoup de gens. Mais tout d'un coup, une thématique qu'on voit dormir pendant des années se raffermit. Ça peut être le cas de l'Europe. Ça peut se payer plus cher, le marché européen, sans problème. Structurellement. Et quand on regarde structurellement, on fait souvent la comparaison avec les 7 magnifiques. On a des équivalents avec des marges très élevées, très stables, très visibles, qui peuvent être ces éléments leaders aussi d'un rebalancement. Donc, regardez tout simplement la composition de l'Eurostoxx aujourd'hui par rapport à la composition de l'Eurostoxx, on va dire, au moment de la grande crise financière ou avant, c'est plus du tout la même chose. Hein. Bien sûr, ça évolue beaucoup. Et c'est, je pense, voilà, c'est quelque chose qui se passe sur la bourse européenne et c'est peut-être sous-apprécié par les investisseurs internationaux. Ouais. Bon, on verra. Hein, je voyais dans l'enquête BOFA sur le mois de mars auprès des gestionnaires d'actifs, plus gros mouvement de réallocation vers les actions européennes qu'on n'a pas vu depuis 4 ans maintenant. Donc il y a quand même, au moins sur un mois, une intention affichée quand même de réallouer un peu d'actifs sur l'Europe. Quand je disais tout à l'heure tout monte, est-ce qu'il y a du tri à faire ? Je pense notamment à la tech américaine. Alors, je comprends dans votre idée, Vincent, il ne faut pas lâcher. Est-ce que ça peut se payer encore plus cher ? Oui. Enfin, ça dépend des dossiers. Moi, ce que je note, c'est que tout le monde a un focus sur les 7 magnifiques. Les 7 magnifiques, il faut essayer de relativiser un petit peu les choses. La première, c'est que si on cumule l'année 2022-2023, tout le monde n'a en souvenir que 2023, qui a été fabuleuse pour ces dossiers. Mais si on cumule les 2 années, on se rend compte à ce moment-là que 3 des 7 magnifiques étaient dans le rouge cette année-là, et que la moyenne des 7 magnifiques sur 2022-2023 faisait moins bien que le CAC 40. Voilà, donc il y a des choses. Voilà. Il y a des choses c'était déjà il y a 2 ans qu'il fallait jouer l'Europe, alors. Mais certains l'ont fait. Certains l'ont fait. C'est pour les Américains que je dis ça. Donc déjà, je pense qu'il faut essayer de relativiser un tout petit peu les choses sur la performance et il faut regarder aussi le caractère opérationnel, c'est-à-dire que ces sociétés sont en situation de monopole, quasi-monopole, imposent leurs tarifs et ça à travers le monde entier, et quand bien même CF Apple aujourd'hui, quand bien même les autorités essayent de leur tordre un petit peu le bras une fois de temps en temps, ça va leur coûter quelques milliards, c'est-à-dire une semaine d'activité, et puis merci, au revoir, circuler, il y a rien à voir. Donc déjà à ce niveau-là, je pense qu'il faut bien comprendre que tant que les autorités américaines ne voudront pas casser les modèles de ces sociétés, elles vont continuer de performer, elles vont continuer d'être en situation de monopole ou quasi-monopole. Ensuite, il y a une très grosse partie de la tech américaine qui
est resté complètement en arrière. C'est-à-dire que le gros du Nasdaq, il était dans le rouge et non pas dans le vert. Donc cette partie du Nasdaq, je serais surpris qu'avec les développements de l'intelligence artificielle, même si c'est de l'IA washing, je serais surpris qu'il n'y ait pas beaucoup de ces sociétés qui ne soient pas capables de mettre en avant, que ça soit réel ou faux, une forme de compétence dans ce domaine et du coup avoir une réappréciation, une revalorisation de ces titres. Donc je pense qu'il faut rester positionné sur la tech et de mon point de vue, on numérise de plus en plus nos activités, nos vies courantes. Oui, c'est incontournable. À tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'entreprise ou de monsieur Vincent Lequertier, dans sa vie courante, moi j'ai de plus en plus de numérique. Donc pour moi c'est logique de m'investir de plus en plus sur des thèmes qui sont des thèmes de l'avenir. D'une certaine manière, pour moi, c'est simplement une industrie comme une autre. Alors, on fait un focus dessus parce que ça s'appelle tech, mais il y a quelques années, il y a quelques années de ça, un dossier comme General Electric ou je ne sais quoi, c'était des stars. C'était les blue chips de l'époque, oui, bien sûr. Elles ont éclaté, très bien. Ouais. Et peut-être que ces dossiers éclateront demain. Mais il faut pas, en tout cas, je pense, sous-évaluer leur potentiel et imaginer que tous les dossiers se payent cher. C'est pas le cas. Je crois que les Max 7, c'est moins de 30 de PE si on prend le groupe aujourd'hui. C'est ça. On est un exemple comme Nvidia. Combien vous dites, Axel ? Non, je pense, j'aurais dit un peu plus, mais... Un peu plus Tesla, c'est quand même bien... Oui, Tesla, ça drague un peu le groupe. Oui, bon. Nvidia, sur l'année prochaine, PE de 25, on est à 37, je crois, sur Hermès. Ah bah mais c'est pas la même franchise. Hein. Ah mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Hermès, ça existe depuis les marges d'Hermès, c'est 65. On doit être à 75 sur Nvidia. Ouais, donc non. Mais Hermès, ça dure depuis très longtemps. Oui. Nvidia est très volatile. Il y a encore des années devant elle pour mais ça trouver la résilience d'une franchise au même niveau que celle d'Hermès. Ça fait des années quand même qu'elle est là. Hermès au plus haut historique, quel que soit le sort de Kering ou des autres valeurs du luxe. Hein. Il faut le noter. C'est un monde à part. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Vincent Lequertier, responsable de l'allocation d'actifs de WeSave, et Axel Bott, directeur de la stratégie de marché chez Ostrom Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir que nous allons traiter, c'est celui de l'immobilier coté, du segment des foncières cotées en Europe, avec l'expert de la maison Sofidy, directeur de la gestion action de Sofidy, Laurent Saint-Aubin, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Laurent. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup. J'ai titré de manière un peu ambitieuse peut-être, foncière cotée, les planètes s'alignent. Je n'ai pas mis de point d'interrogation. Parce que je suis parti de l'idée que 2024, normalement, doit être une année qui doit permettre le grand rattrapage de ce secteur des foncières cotées, Laurent. Sachant qu'on a déjà eu une forme de répétition, peut-être, en fin d'année dernière, de ce que pourrait donner l'idée de quelques baisses de taux sur ce secteur des foncières cotées. Alors, effectivement, la répétition a été magistrale, puisque entre le moment où les membres du comité de la Réserve fédérale américaine ont annoncé qu'ils estimaient que les taux baisseraient en 2024, donc ça c'était fin octobre, et la fin de l'année, le secteur a rebondi de presque 35%. Ouais, donc finalement, le secteur a été en performance positive l'an dernier de 15%. Et puis, début d'année, perspective de baisse des taux trop ambitieuse, déclaration ambiguë des banquiers centraux, des chiffres économiques qui reste élevé, cette idée qu'il va y avoir un fond de cuve d'inflation résilient, donc le secteur a rebaissé. Avant le rebond effectivement d'aujourd'hui, oui, c'est ça. On est en baisse de 7% depuis le début de l'année. Ouais. Donc mon travail qui est consisté à l'origine à essayer de voir des tendances industrielles sur les différents segments de marché est beaucoup plus simple depuis finalement 2022. Il est de m'intéresser à ce que disent les banquiers centraux, aux chiffres économiques et aux déclarations de politique monétaire. Je ne sais pas si c'est beaucoup plus simple, mais en tout cas, ça dépend du facteur taux avant tout. C'est ce que vous dites, Laurent, aujourd'hui. C'est ça. Il ne faut pas chercher midi à 14h, quoi. Il y a plusieurs portes. La première porte, c'est les taux baissent.
La seconde porte, c'est ce jour-là, le lendemain, le marché de l'investissement se réouvre et on vérifie ou pas, mais je pense qu'on vérifie que les foncières cotées sont trop décotées. Aujourd'hui, on se paye en eurozone avec une décote de 27% sur actifs nets réévalués. Donc là, l'euphorie, le tout monte, continue. Et j'espère qu'il y a une troisième porte qui est celle où on commence à se réintéresser au business model par segment et au business model par valeur. Et c'est là que mon travail de gestionnaire actif retrouvera son sens. Un sens. Mais c'est intéressant sur cette répétition de fin d'année, c'est plus 35% pour le secteur là, entre octobre et décembre. Tout a monté de la même manière. Est-ce qu'il y a eu quand même, je ne sais pas, au sein de ces foncières cotées, de ces marchés immobiliers cotés, Laurent, est-ce qu'il y a eu des distinctions entre différents segments de marché dans cette hausse ? Il y a eu, comme toujours, de mauvaises distinctions. C'est-à-dire que ce sont les sociétés de moins bonne qualité, celles avec qui ont le plus monté, plus lourd, qui ont remonté le plus. D'accord. Voilà. Donc ça, oui, mais bon, cette séquence, quand on est pragmatique, ça veut dire que pour jouer quand même la séquence 2024, il faut aussi avoir des dossiers avec une qualité peut-être un peu inférieure. La qualité inférieure, on la trouve sur le segment le plus important, qui est le résidentiel allemand, qui souffre des régulations qui l'empêchent de donner toute sa mesure en matière de croissance des loyers et qui souffre de niveaux d'endettement qui sont extrêmement forts. Ouais. Donc, mais bien sûr, il vaut mieux avoir un panier de grandes valeurs, de valeurs très liquides. C'est ça qui monte le plus. Ouais. Dans la séquence ou les séquences qui suivront, la phase de discrimination, de sélection, est-ce qu'elle vous intéresse déjà ? Est-ce que vous y réfléchissez ? Comment ? La phase de sélection, en fait, elle dépend de deux critères. Le premier critère, c'est la capacité d'augmenter les loyers. On a vu avec les résultats annuels que toutes les foncières avaient profité à plein de l'indexation des loyers et que certaines profitaient d'effets de rareté. Par exemple, Unibail ou Klépierre sont de nouveau capables d'augmenter les loyers de leurs grands centres commerciaux quand les locataires s'en vont. Donc c'est le pricing power. C'est le cas aussi en matière sur certains segments de la logistique. Donc ça, c'est le premier critère. Et le deuxième critère, évidemment, pour reprendre un chemin de croissance, puisque je travaille malheureusement sur un secteur qui n'a fait que décroître finalement depuis 2018 en raison de ce niveau d'endettement. Il y a certaines valeurs qui sont aujourd'hui sur des niveaux d'endettement très faibles. Par exemple, si on prend Gecina dans le secteur des bureaux, un taux d'endettement de 30%. Donc il va s'agir de faire quelque chose de ce niveau d'endettement faible et de reprendre un chemin de croissance qui est évidemment quelque chose qui m'intéresse plus que les annonces de cession d'actifs. Ouais, j'entends. Ouais. Et donc, sur des valeurs spécifiques, vous citez Gecina, dans le tertiaire, dans les bureaux, il y a des vraies histoires de croissance devant nous, peut-être, à saisir. On va un peu vite en besogne, parce que... Oui, on brûle les étapes. Le secteur du bureau, c'est le secteur qui a le plus baissé. Bien sûr. Si on prend l'exemple d'ICAD, l'actif net réévalué d'ICAD par action a baissé de plus de 30% depuis début 2022. Donc c'est tout à fait considérable. À fin décembre, c'est ça, c'est les valos de fin décembre. Ça, c'est évidemment lié à la nébuleuse on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure. Il y a une nébuleuse négative, c'est le télétravail. C'est la perte du sens d'aller au bureau. Donc ça ne va pas s'arrêter demain. Après, il y a quand même un élément qui me titille, mais pour l'instant, il est sans doute trop tôt, qui est que finalement, les chiffres de croissance restent positifs, même en Europe. Et donc, si on n'a pas de récession et jamais de récession, il y a un secteur qui est très cyclique, c'est le secteur du bureau. Donc, il faudra peut-être revenir sur le bureau. Est-ce qu'il y a le marché des transactions physiques, est-ce qu'il se dégrippe un peu aujourd'hui ou pas non, encore, pas du tout. Non. Je dirais qu'il... Sans baisse de taux, pas de salut pour ça, quoi. J'ai l'impression qu'il est encore plus grippé qu'au deuxième semestre, parce que là, les capitaux sont là, mais les investisseurs sont dans les starting blocks pour attendre enfin
Ouais, c'est ça. la première baisse Oui. des taux. À quelques mois de la première baisse de taux, c'est pas maintenant qu'on va se mettre à investir. Alors, on a quelques transactions qui sont extraordinaires. Oui, Par exemple, des transactions, il y a eu la grande foncière de centres commerciaux britannique, mais avec des actifs dans toute l'Europe, qui s'appelle Amerson, qui a cédé directement ou indirectement 2 centres commerciaux, l'un à Aberdeen, en Écosse, et l'autre au nord de Paris, Paris Nord, avec des niveaux de valorisation. Les Anglais, ils sont très pragmatiques. Quand ils veulent sortir, ils se préoccupent plus tellement du prix ou de la décote. Ouais, c'est ça. Donc D'accord. avec des Quand niveaux on coupe, quoi. des niveaux de rendement sur l'actif pour l'acheteur qui étaient voisins de 10%, ce qui est très, très élevé pour des centres qui étaient de bonne qualité. Ouais. Mais à part ce type de transaction exceptionnelle, l'an dernier, on avait eu LVMH qui a racheté à Gessina l'immeuble emblématique de son grand magasin à l'angle des Champs-Élysées de l'avenue Georges V. Oui, il n'y a pas de prix. Mais c'est des transactions qui sont pas représentatives. Oui. Moi, ce que j'aimerais, c'est d'avoir C'était quoi, des plein de taux de rendement transactions à moins de 2%, Ouais. c'est ça? Plein de transactions du bout de la rue Oui, pour c'est voir. ça. Oui. C'est plus le volume de transactions qui compte C'est que ça, ces opérations exceptionnelles. Vous avez dit l'IA, oui, moi je veux bien. Enfin, comment on réfléchit à... Je précise en plus que vous traitez une thématique autour des smart cities à côté de l'immobilier. Bon. Comment vous regardez le thème IA sur ces questions d'immobilier et ces questions de ville de demain? Je ne sais pas. Déjà sur l'immobilier, est-ce qu'il y a un besoin de data center là, qui va s'exprimer devant nous Ça fait longtemps que moi j'aime bien les segments de croissance d'immobilier alternatif. Ce qui est merveilleux avec l'immobilier, c'est qu'il y a une enveloppe immobilière pour tout, y compris pour le cloud. Donc c'est effectivement l'entrepôt de data center. Le cloud est dans l'immobilier avant tout, il n'est pas dans les nuages. Oui. Qui est le réceptacle. Donc on a toujours, dans les fonds que je gère une poche de data center. Ça nous a plutôt bien réussi. Ouais. Il y a une corrélation très directe entre la progression boursière de ce secteur et ce qu'on observe sur du Nvidia ou autre aujourd'hui. Une corrélation positive, atténuée quand même. Oui, c'est pas du 1 point, j'imagine. Des performances boursières qui sont très bonnes. Du coup, toutes les foncières se sont senties obligées de parler de data center. Toutes les foncières de logistique le font. On a des foncières de bureaux ICAD, je parlais d'ICAD tout à l'heure, qui a beaucoup de bureaux qui valent plus rien et qui réfléchit à des transformations en data center. C'est facile transformer des bureaux en data center? C'est facile d'une d'une façon immobilière, mais c'est très difficile en termes d'équipement et en termes d'offres de services. Ouais. Il faut avoir des équipes, il faut être près de réseaux d'électricité à haute tension. Et il faut sans doute proposer aux municipalités, parce qu'il y a un certain nombre de villes d'Europe maintenant qui interdisent l'implantation de nouveaux data centers, Amsterdam, Dublin. Il faut proposer quelque chose d'attractif aux municipalités. ICAD le fait à Orly en proposant, c'est un petit data center. Vous savez que le problème du data center, c'est que ça chauffe. Bien sûr, oui. Donc ça pompe beaucoup d'électricité pour atténuer le chauffage. Et l'idée, c'est de réinjecter la chaleur du data center dans les réseaux collectifs de chauffage. Donc on match avec le SG là-dessus. Donc il y a des idées, Bien sûr. Et effectivement, vous avez par exemple une foncière espagnole qui s'appelle Merlin Properties, qui a des projets très ambitieux de développement au-delà de l'Espagne, qui est son territoire d'origine, et d'apparaître, on parle beaucoup de souveraineté européenne, d'apparaître comme le champion européen du data center immobilier. Européen du data center immobilier. Et ils font ça assez bien, ça marche assez bien en bourse. Il n'y a pas de surcapacité aujourd'hui dans ce domaine-là? Non. D'accord. On parlera plus tard, mais c'est pas maintenant. Merci beaucoup Laurent. Merci d'être venu nous éclairer sur ces sujets immobiliers. On parle avec vous de l'univers des foncières cotées en Europe. C'est le périmètre d'investissement de Sofidy Sélection 1, le fonds que vous gérez chez Sofidy, dédié à ce segment de marché. Vous êtes directeur de la gestion action de Sofidy. Laurent Saint-Aubin était avec nous, l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse sur Bismart.